Nouvelle conférence de début d'après-midi. Donc, je suis Olivier Dupierre, je travaille à Chambre d'agriculture France et j'ai l'honneur d'animer cette conférence qui va parler croisement, puisque le thème est le croisement, un levier pour produire de la viande adaptée aux enjeux de demain, un des thèmes phares des travaux menés à Torigné. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Julien Fortin et Bertrand Davot, tous deux ingénieurs à Torigné d'Anjou. Merci Olivier. Donc effectivement, une conférence sur le croisement, sujet qui fait beaucoup parler à Torigné depuis 5 ans maintenant, avec l'arrivée d'un taureau Angus en 2019, pour répondre à une problématique technique qu'on a traduit en projet de recherche. Alors pour démarrer, quelques éléments de contexte et de constat qui permettent de positionner un peu ces enjeux. Sur le graphique de gauche, vous avez effectivement aujourd'hui, on a une production qui est un peu plus faible que ce qu'on peut avoir sur la consommation sur le marché de la viande bovine française. Et quand on regarde la structuration en fait de cette production, on est plutôt face à une inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché de la viande bovine française. Globalement, on le voit sur les exportations. 87% de nos exportations sont des exportations de jeunes bovins. Et à l'inverse, si on regarde sur le volet des importations, on importe plus de 80% de vaches de réforme, principalement des vaches de réforme laitières qui viennent des pays d'Europe du Nord. Donc on a plutôt une production qui est liée sur des animaux type taurillon et des importations qui sont plutôt de la viande, parce qu'on a un marché intérieur qui est plutôt orienté vers de la viande rouge finie. Et puis, on a ce contexte-là, et pas oublier qu'aussi, on a 1 million de broutards qui sont exportés, dont ça représente 700 000 mâles qui ont été exportés en 2022, donc qui sont exportés, eux, en vif. Et si on regarde, si on fait un zoom plus spécifique sur la filière en agriculture biologique, on a seulement 1 mâle sur 3 qui sera né dans une exploitation en agriculture biologique, en élevage biologique, et qui sera fini dans la filière. Donc il y a une perte de valorisation à l'échelle de la filière. Si on regarde la structuration, c'est le graphique circulaire que vous avez, du marché de la viande bovine biologique, on se rend compte qu'on a toujours 3/4 de femelles qui sont composées 60% de vaches et 17% de génisses, de viande. On a une proportion un petit peu plus importante de bœufs, mais globalement un marché qui est plutôt orienté autour de la femelle de réforme. Alors d'autres constats, cette fois-ci plutôt à l'échelle de Torigné, sur les 2 catégories animales qui vont alimenter le marché de la viande rouge bio. On fait dans un premier temps des bœufs et aussi des vaches de réforme. Alors à partir de bœufs, on a travaillé pendant des années là-dessus. Les travaux, ils ont commencé avec Jean-Paul Coutard, et on a mis en place des itinéraires technico-économiques performants grâce à des systèmes autonomes et des chargements constants. Donc ça, on l'a largement diffusé, ça a été publié. En parallèle et plus récemment, vous avez pu le voir sur un des ateliers de la journée, on a travaillé sur la qualité organoleptique de cette viande. Parce que c'est vrai que le bœuf, on entend que c'est une viande très hétérogène, peut-être moins tendre. Et donc du coup, on a fait des travaux là-dessus qui démontrent que la viande de bœuf n'a rien à envier à la viande de vache, voire aurait même quelques propriétés plus intéressantes en termes de tendreté. Cependant, on a été confronté à des limites zootechniques, c'est-à-dire que nos bœufs, pour arriver à les finir, le modèle limousin, en fait, qui a énormément de potentiel de croissance, fruit d'une très bonne sélection génétique, il faut du temps pour les engraisser. Ça dure 160 jours en moyenne, et on est obligé de mobiliser 800 kg de céréales pour atteindre des animaux finis, donc notre d'état corporel de 3, autour de 470 kg de carcasse. En parallèle de ces bœufs, à l'échelle du troupeau, on a les femelles. Et là, l'évolution a fait que, avec la sélection, on a gagné en kilos de carcasse. Voilà. Alors a priori, ça peut être une bonne nouvelle. Cependant, ça s'est accompagné d'un allongement des durées de finition, des gabarits beaucoup plus élevés, donc plus longs à finir. Et là aussi, comme pour les bœufs, 800 kg de céréales sont nécessaires pour finir ces animaux. Sur les vaches, on va se pencher sur le graphique qui est sur votre droite avec les 2 courbes. Vous avez en ordonnée le GMQ, donc la performance en instantané, et sur l'axe des abscisses horizontales, vous avez la durée, la période d'engraissement. Est-ce qu'on va s'intéresser à la période qui est hachurée en rouge? Et là, on va voir, courbe verte, que sur les vaches de moins de 6 ans, en fait, donc le GMQ en fin d'engraissement, il diminue, et il diminue d'un tel niveau que quand on regarde la marge sur coût alimentaire, en fait, on ne gagne pas d'argent sur les derniers kilos, ou très légèrement, 8 centimes d'euros par jour sur les 30 derniers jours d'engraissement. Pour les vaches qui ont plus de 6 ans, là, le constat, il est moins bon, en fait, c'est qu'on perd de l'argent sur ces 30 derniers jours d'engraissement. Donc du coup,
on s'est interrogé par la suite sur ce dernier mois d'engraissement et sur les niveaux de finition qu'on pouvait avoir. Donc là encore, on vous renvoie vers l'atelier numéro 2, où on a comparé des vaches engraissées à 2,5 et d'autres vaches engraissées à 3, et on a démontré qu'il n'y avait aucun impact sur la qualité organoleptique de la viande. Donc tous ces constats nous interrogent en fait sur l'adéquation entre la demande de la filière et puis ce qu'on est capable de produire à l'échelle des fermes. Si on met ça dans un contexte beaucoup plus global, on a un enjeu au niveau du territoire français de souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire, donc maximiser le nombre d'animaux commercialisés sur le marché intérieur. Et en France, on mange de la viande rouge, et de la viande rouge plutôt grasse. Donc il nous faut des animaux finis. En parallèle, on a des enjeux de plus en plus marqués sur l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, absolument à réduire pour répondre aux enjeux environnementaux. Réduire aussi cette compétition fit food, effectivement, la céréale qu'on utilise sur nos ruminants, est-ce qu'il ne serait pas plus opportun de l'utiliser pour la nutrition humaine? Et enfin, un dernier enjeu, de maximiser la part du pâturage. Donc par rapport à ce contexte, en fait, des rations 100% autonomes et performantes sur ces gros bovins, vaches et bœufs, on sait faire. C'est bon, il y a eu des travaux de recherche là-dessus. Le modèle vache et bœuf, actuellement, il est pertinent d'un point de vue technique et économique, et en plus au niveau qualitatif, on produit une viande de qualité. Cependant, on s'interroge, c'est parce que cette génétique tardive, à gabarit élevé, elle consomme beaucoup de céréales, et ça, on aimerait bien trouver une alternative. Et enfin, on a quand même une génétique, ça faut le reconnaître, pour la filière bio, qui est peu en adéquation avec les demandes de la filière, où ils veulent des animaux jeunes, finis, et de moins de 400 kg de carcasse. Donc l'enjeu de l'exposé qu'on va vous présenter à présent, ça va être de tester un nouveau modèle animal pour lever ce verrou et répondre à ces deux gros enjeux, souveraineté alimentaire et réduction de l'empreinte carbone. Bon, pour ça, l'hypothèse centrale sur laquelle on a travaillé, c'est d'actionner un levier génétique autour de la précocité. Donc la précocité, on l'a définie comme ça, c'est l'aptitude que possède un type génétique à réaliser rapidement l'état adulte et plus particulièrement à atteindre vite la composition corporelle de l'état adulte. Donc le schéma que vous avez sur la droite représente le dépôt des différents tissus. D'abord le tissu squelettique, le tissu musculaire, puis le tissu adipeux. Globalement, on a plutôt une sélection qui est orientée vers de la tardivité, donc avec des cinétiques de dépôt qui sont de plus en plus tardives. Donc le tissu adipeux se met plus tard en place et donc c'est là la difficulté de finir des vaches. Le corollaire, c'est qu'on a des animaux aussi qui sont de plus en plus lourds. L'idée avec cette hypothèse de précocité, c'est d'inverser un peu, d'aller dans l'autre sens par rapport à ces dépôts de flux, que les dépôts à la fois squelettiques, musculaires et adipeux se réalisent plus vite, et donc d'avoir aussi un corollaire, c'est que les animaux seront un peu plus légers. L'idée derrière ça, c'est d'accroître la précocité en dépôt de gras, qui permettrait, de réduire l'âge d'abattage, de produire des carcasses plus légères, de réduire aussi l'utilisation de concentré avec une phase facilitée sur la phase de finition, de maximiser la part de pâturage sur l'ensemble de la vie de l'animal, et tout en s'assurant qu'on produit une viande qualitative qui satisfasse les besoins du marché intérieur. Donc ça passe au travers la construction d'un croisement réfléchi et structuré avec une race adaptée. Et là, on va arriver sur le vif du sujet. Donc le choix qui a été fait, c'est d'utiliser un taureau de race Angus sélectionné, sur lequel on avait des garanties en fait sur ces notions de précocité, dans la capacité à déposer du gras rapidement, mais aussi d'atteindre l'état adulte rapidement. Donc on l'a utilisé, ce taureau, uniquement sur Génis Limousine, qui étaient mises à la reproduction, qui sont toujours mises à la reproduction à 15 mois avec ce taureau, équivalent à 24 mois. L'intérêt de l'Angus, indépendamment des effets sur la viande et sur les dépôts de gras, c'est aussi qu'il a une capacité à faire des petits veaux à la naissance. Donc ça nous sécurisait aussi la conduite dans l'optique d'un vélage à 2 ans. Et bien sûr, ce taureau, on l'a utilisé sur nos 2 périodes de vélage. C'est printemps et automne. Et par conséquent, on est abouti à avoir la production d'une vingtaine d'animaux croisés par an, 10 à l'automne, 10 au printemps, qui étaient répartis entre des bœufs, qui étaient castrés au sevrage, et des génisses de viande. Et après, on a mis en place 2 itinéraires que Bertrand va vous présenter en détail. Semer au printemps, avec une finition à l'herbe, sur la période avril-juin, et du coup qui sont abattus à 27 mois. Ça, c'est l'objectif, on va voir si on a réussi. Et semer à l'automne, cette fois-ci fini pour un objectif d'abattage à 24 mois, et donc fini à l'auge, parce que durant la période estivale, bien sûr, l'herbe ne pousse pas. Donc c'est parti pour cette première synthèse intermédiaire, parce que le travail n'est pas fini. On va vous présenter 2 itinéraires techniques, une analyse fine sur la phase d'engraissement, on a regardé aussi la qualité organoleptique de cette viande, et enfin une approche technico-économique. Donc pour démarrer sur les itinéraires techniques, on va s'intéresser à l'itinéraire technique des animaux croisés qui sont nés au printemps. Le fait majeur, c'est que c'est des animaux qui sont en conduite
toutes plein air, 100% plein air. Ils naissent en mars-avril, ils vont être élevés sur leur mère et ensuite, sur le premier hiver, ils ont une phase de pâturage hivernal et sur leur deuxième hiver, ils ont une conduite en ball grazing hivernal. Donc ces animaux qui passent toute leur carrière à l'extérieur, qui sont en plein air. Si on regarde en termes de contribution de l'herbe pâturée au rationnement, plus de 77% de la matière sèche qu'ils consomment, c'est de l'herbe pâturée. Une vingtaine % de stock et il y a 5% de colza fourragé pâturé et très très peu de céréales juste pour la phase de finition. En termes de croissance, on a des croissances sous la mer autour de 900 grammes. Sur le pâturage hivernal, on a des croissances relativement modestes autour de 330 grammes, 340 grammes. Ensuite, ils vont reprendre avec le printemps suivant. Il y a un peu de compensation qui se fait à ce moment-là et sur la période printemps-été, on a une croissance honorable autour de 740 grammes de GMQ. L'hiver suivant, en ball grazing, on est autour de presque à 500 grammes, ce qui est plutôt assez satisfaisant. Et puis on aura la phase de finition, mais ça on y reviendra un peu plus en détail après. Le seul fait à retenir, c'est qu'ils consomment à peu près 160 kg de concentré sur l'ensemble de leur vie. Alors sur les nés d'automne, là c'est un peu différent. Ils sont nés donc en septembre-octobre. Ils sont d'abord élevés en bâtiment avec leur mère. Là il y a un petit peu de complémentation qui est réalisée jusqu'à la mise à l'herbe. Néanmoins, ensuite, on a toujours aussi recours au pâturage de colza fourragé, au pâturage hivernal. Donc, c'est des animaux qui, dans leur régime, 61% de la matière sèche qu'ils vont consommer, c'est de la matière sèche qui est prise au pâturage. On a un petit peu plus de concentré, à la fois sur la phase de finition et puis sur la phase de complémentation quand ils sont en bâtiment. À peu près 1075 grammes de croissance quand ils sont sous les mers. On a cette période là où la croissance est un peu plus modérée. On arrive au mois de juin, on fait des sevrages au mois de juin. On arrive sur une période l'été où la disponibilité en herbe et en qualité est moins importante, donc la croissance est un peu moins soutenue. Et puis ensuite, voilà, on va revenir un peu plus en détail sur les croissances en finition. Ici, sur cette catégorie, néo à l'automne, on arrive à une consommation de 420 kg brut de concentré. Les finitions, la période d'engraissement, donc sur ce né au printemps, ils sont engraissés au pâturage et ils sont complémentés avec une petite base de céréales à raison d'1,8 kg d'un mélange critical poids distribué par animal. Ils ont une ingestion de 12 kg de matière sèche. Donc 12 kg, c'est un niveau d'ingestion assez important par rapport au poids qu'ils font, ces animaux. On a réussi à atteindre des GMQ avec cette conduite de 1480 grammes par jour. Donc ça, c'était une vraie surprise, une surprise positive, avec une durée d'engraissement de 84 jours. Et une efficience et une efficacité alimentaire de 128 grammes de GMQ par UF ingéré, donc qui dépassait toutes nos espérances. Donc que retenir de cette conduite née au printemps, c'est qu'elle est vraiment très performante. Elle fait suite aussi à une période de ball grazing. Donc on peut imaginer qu'il y a une forme de compensation, une meilleure allocution des nutriments quand les animaux sont vraiment dans des belles prairies en fait, et qui permet d'exprimer ce plein potentiel de croissance. Alors pour les nés d'automne, là c'est un peu différent parce qu'on est sur une finition à l'auge. L'avantage c'est qu'on pouvait les comparer avec notre modèle bœuf limousin qui lui est abattu plutôt pour un âge de 31-32 mois. Donc là on a la comparaison un peu des deux modèles animaux. Donc ils ont tous des rations à base d'enrumanage et de triticale poids sur cette phase d'engraissement bâtiment. La consommation en triticale poids est à peine de 3 kg pour les croisés. On va monter un peu plus de 4 kg pour les animaux limousins. On retrouve également la forte efficacité en fait, alimentaire. Si on regarde le GMQ qui est réalisé par UF ingéré, on est autour de 120 grammes pour les croisés, ce qu'on voyait aussi un peu sur le printemps, alors qu'on est un petit peu plus bas sur les limousins, autour de 107 grammes de GMQ réalisé par UF ingéré. L'autre fait marquant, c'est qu'on a pu aussi caractériser réellement la capacité d'ingestion en termes d'UE par kilo de poids vif. Donc là, effectivement, les croisés sont plus légers, mais si on regarde ramenés par leur kilo de poids vif, ils ingèrent 17% de plus que ce qu'on a sur notre modèle limousin, au kilo de poids vif, ramené au kilo de poids vif, avec une efficacité légèrement supérieure. Et l'autre observation qu'on a pu faire qui est intéressante, on a pu caractériser l'évolution du GMQ dans la phase d'engraissement. Donc ça c'est le graphique que vous avez sur la droite. Celui-là représente les différents de 0 à 20 jours jusqu'à 140-160 jours. Et bien effectivement, on voit bien l'hypothèse de la précocité. Là, on le voit, les courbes en noir et grise qui correspondent à l'évolution du GMQ des animaux croisés. On a les deux catégories, les croisés, les limousins vont faire un pic jusqu'à 1250 grammes. Et celui en fait, des croisés va descendre très rapidement parce qu'ensuite ils sont finis, eux autour de 83 jours, alors que sur le modèle limousin, il va pousser jusqu'à 160 jours sur la partie finition pour atteindre toujours une note d'état corporel à 3 à l'abattage. Résultat, signe d'une différence nette de précocité.
Alors sur les performances à l'abattage, donc les nés de printemps, ils ont fait 335 kg de carcasse en moyenne, et ceux nés à l'automne 343 kg. On a une variabilité un peu plus importante au printemps. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on était contraint en fait sur les durées d'engraissement, parce que c'est quelque chose qu'on s'était fixé au début de l'essai, autour de 80 jours, et toutes les carcasses sont sorties en note de 3 à l'abattoir. Alors, donc 3 à l'abattoir, et en fait, bon, on vous a mis des photos quand même pour voir que c'est vrai que c'est des animaux qui étaient bien en état. C'est vrai qu'à palpation, quand on touche les côtes et le ligament sacro-tubéral, on voit que les dépôts de gras ils sont quand même beaucoup plus importants qu'une note d'état corporel de 3 qu'on met habituellement sur nos animaux limousins pour les envoyer à l'abattoir. Et j'enchaîne sur la qualité de la viande, effectivement. Donc, on a qualité de carcasse, voilà. On a voulu comparer, en fait, un peu challenger la qualité de viande de ces animaux. Pour ça, on a contacté les gens avec qui on commercialise ces animaux, c'est Unebio. Et on leur a dit, voilà ce qu'on propose, et qu'est-ce que vous en pensez? Et ils nous ont dit, bon, ça peut être intéressant, et ça pourrait être placé sur le marché pour un peu se mettre au même niveau que les plus grands effectifs qu'on a à la commercialisation, c'était les jeunes vaches charolaises. Du coup, on s'est mis d'accord et on a comparé la qualité de viande de nos animaux à ce témoin des jeunes vaches charolaises, donc de 4,9 ans, qui faisaient 385 kg de carcasse, R égale, 3 égale en classement. Alors, pour qualifier la qualité de la viande, il y a 3 choses à regarder. Il y a des mesures visuelles, persillé, marbré, couleur, il y a des dosages chimiques, et puis il y a des tests organoleptiques avec des jurys d'experts. Donc, qu'est-ce qu'on a regardé? Le persillé dans un premier temps. Et là, c'est très intéressant, c'est que c'est hautement significatif. En fait, on a une différence de persillé à l'avantage de nos animaux croisés sans avoir d'effet sexe. C'est-à-dire que les bœufs étaient autant persillés que les génisses. Sur le marbré, on a aussi un effet croisement, mais cette fois-ci que au niveau des femelles croisées. Donc le marbré, c'est le gras autour de notre muscle, et donc qui était plus présent sur les femelles. Et enfin sur la couleur. Alors la couleur, on le regarde parce que c'est important, parce que le consommateur français il veut de la viande rouge et grasse, on répète. Et là on voit qu'il n'y a aucune différence significative. Donc qu'une différence significative de couleur entre des animaux entre 24 et 27 mois comparé à des jeunes charolaises de quasiment 5 ans. Au niveau des analyses chimiques, aucune différence significative. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de corrélation à la limite entre le persillé et le marbré qu'on pouvait voir, et puis aussi les dosages chimiques, tant au niveau fer héminique que lipides totaux. Et après, on a regardé les tests, les résultats issus des tests organoleptiques. Donc, on a fait ça en partenariat avec le labo de Villers-Bocage de l'Institut de l'élevage. Et il est ressorti que sur le critère le plus important de description qualitative de la viande pour le consommateur français, nos animaux sortaient significativement différents à l'avantage de l'effet croisé. C'est-à-dire que les femelles croisées et les mâles croisés produisent des viandes beaucoup plus tendres que les jeunes charolaises. Voilà, donc plutôt des effets, des résultats encourageants, surtout sur tendreté, persillé, des choses importantes. Aujourd'hui, le consommateur français est de plus en plus sensibilisé. Et puis quelque chose de très intéressant, cette fois-ci plutôt pour la filière, c'est qu'on n'a pas trop de différence entre les femelles croisées et les mâles croisés. Et ça, en termes d'homogénéité du produit, c'est tout à fait intéressant dans le but d'une commercialisation la plus large possible. Alors ensuite, pour essayer d'appréhender un peu une approche économique, c'est pas forcément évident. Vous avez vu qu'on a des itinéraires techniques qui sont quand même très différents sur les animaux croisés par rapport à ce qu'on peut faire, notamment sur les bœufs. On est parti d'une situation initiale où, historiquement, on disposait de 75 vélages et 125 hectares de SAU. Nous avons récupéré ces hectares, en partie liés par la réduction de l'âge au premier vélage. Et en fait, pour essayer d'évaluer un peu, de comparer pour faire une approche économique, on a choisi de comparer 3 scénarios qui s'offraient à nous. Et donc, soit de faire 20 croisés, soit 20 animaux croisés, 13 bœufs ou 12 vélages supplémentaires. L'idée était à chaque fois que sur les 16 hectares, ils sont en mesure de produire la totalité de l'alimentation en autonomie pour chacun de ces individus. On garde une notion de chargement, une notion d'autonomie constante entre les 3 types de scénarios. Alors effectivement, l'assolement ensuite qui est projeté, vous retrouvez les surfaces qui sont en herbe pâturée, les surfaces en herbe fauchée, les surfaces éventuellement en céréales, un peu de luzerne pour les vélages supplémentaires qui servent à l'alimentation des vaches, notamment sur la période hivernale. Donc les assolements sont projetés pour maintenir l'autonomie des 3 types de scénarios. L'effet marquant, c'est que forcément, sur l'itinéraire croisé, on a des temps de pâturage qui sont beaucoup plus importants. Donc la part de stock consommée par UGM est beaucoup plus faible que dans les autres situations. Si on prend le cas extrême, on est à 1,3 tonnes de matière sèche de stock par UGB dans le cas des croisés contre 2,1 quand on met des vélages supplémentaires.
On a aussi la même chose sur la partie des concentrés. On va être autour de 250 kg de concentré par UGB dans le modèle croisé. Là, celui où il y a le plus de consommation, c'est le modèle Limousin. On l'a vu, la phase de finition est longue avec un recours quand même avec des concentrés qui sont relativement importants. Et on a estimé aussi le temps de bâtiment, le temps qui était nécessaire en bâtiment. Donc là, en fait, c'est des effectifs, c'est des nombres d'animaux fois des durées de finition. Donc il n'y a qu'une seule catégorie animale sur les croisés qui passait, c'était une dizaine d'animaux qui pendant 80 jours vont être en bâtiment, donc ça fait 900 jours, et sur toutes les autres on a compté le temps de présence en bâtiment, donc on a des temps de présence en bâtiment qui sont plus importants dans le cas du modèle bœuf ou du modèle vélage supplémentaire. Mettons un peu d'euros sur cette stratégie, donc on va regarder la chose en 3 temps, on va regarder les produits, les charges pour aboutir à une marge, et enfin des indicateurs qui vont permettre vraiment de bien décrire ces animaux. Alors sur les approches produits, sur la stratégie croisée, donc 20 animaux croisés mâles et femelles commercialisés tous les ans. Donc on a calculé le prix que ça rapportait en fonction du prix qui nous a été payé sur le pas de temps étudié. On a intégré aussi une cession, parce qu'il faut donner une valeur au broutard. On a intégré aussi des aides correspondant, des aides animales correspondant à ces animaux. Ça fait un produit de 19 720 €. Dans le système où on choisit pas de faire des croisés, mais de maximiser le taux de finition en race pure, donc faire des bœufs limousins. On a la même logique, un niveau d'aide légèrement supérieur, et un produit là supérieur, 22 773 €. Et enfin, le système où on n'utilise pas l'engraissement, on va plutôt avoir une stratégie à maximiser les vélages, et là, on a un produit autour de 20 000 €. Donc si on s'intéresse maintenant aux questions des charges, donc là on s'est plutôt penché sur les charges variables, sur tout ce qui va varier en termes de charges variables. L'effort de capitalisation n'est pas intégré. Dans chaque cas de figure, il y aura un effort de capitalisation à réaliser. Dans le premier cas, c'est vrai que sur les croisés, il va falloir attendre 24-27 mois. Sur les bœufs, il va falloir attendre 31-32 mois. Et sur les vélages supplémentaires, ça peut être beaucoup plus long aussi de capitaliser en mettant 12 vaches supplémentaires. Donc ça, cet effort-là n'est pas intégré dans le calcul. Donc ensuite, on a regardé ce qui évoluait en termes de charges alimentaires par rapport aux assolements qu'on avait projetés, aux consommations de concentrés qu'on avait projetées, les évolutions aussi en termes de frais vétérinaires et de frais d'élevage, et toute la mécanisation qui est associée plutôt au bâtiment, qui est plutôt liée à la distribution d'alimentation et qui est plutôt liée aussi à la gestion, l'épandage aussi des fumiers qui va derrière. Donc forcément, si le temps de présence en bâtiment est plus court dans le cas des croisés, on a une charge qui est moins élevée que ce qu'on peut avoir sur les autres types de modèles. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, qu'on crée vraiment un différentiel un peu plus important sur la partie des charges, avec 6 200 € pour les 20 croisés par rapport à un système qui est un peu plus coûteux, c'est le système bœuf limousin, avec 9 600 €. Si on va un peu plus loin, on peut regarder aussi après derrière ce que ça peut donner en termes de marge par hectare. Sur les 16 hectares qui étaient alloués, on arrive à une marge qui est donc à 845 € pour les croisés, 791 pour les bœufs limousins et 720 € par hectare sur les 12 vélages supplémentaires. On a regardé aussi d'autres critères un peu plus techniques. On s'est intéressé notamment à la production de viande vive. La production de viande vive par hectare, on arrive autour de 445 kg sur les animaux issus du scénario croisement, et on est autour de 400 kg pour les bœufs limousins et 335 pour les 12 vélages supplémentaires. Et autre fait important, sur les aspects de consommation de fuel, par exemple, là on a quasiment un facteur 2 avec une consommation de fuel par hectare de 45 litres par hectare pour le modèle croisé contre 83 sur le modèle limousin. Et si on compare un peu notre stratégie ramenée aux 100 kg de viande vive produite en termes de consommation de fuel, sur les croisés, on est à moitié moins de consommation de fuel. C'est lié à la part importante de pâturage par rapport aux deux autres scénarios, et qui permet aussi d'avoir un itinéraire technique qui est plus sobre sur cette partie de consommation de fuel. Donc des hypothèses économiques qui sont quand même plutôt favorables. Donc en conclusion et en perspective sur l'ensemble de ce qu'on a vu, sur la partie un peu zootechnique, l'hypothèse qu'on avait posée sur la précocité, elle se vérifie. On l'a vu au travers notamment les courbes de cinétique qu'on voyait entre les modèles bœufs et les modèles croisés en engraissement. Cette capacité à déposer du gras rapidement est réelle, et on le voit, on arrive à avoir des animaux entre 24 et 27 mois qui sont finis. C'est un modèle animal qui est relativement robuste. Sur les animaux qui sont nés au printemps, on a des itinéraires techniques 100% plein air avec des performances zootechniques qui sont satisfaisantes.
Ça permet d'être compatible avec des itinéraires techniques relativement économes, une large place au pâturage, c'est 70% en moyenne de la matière sèche ingérée est pris au pâturage, avec une plus faible consommation en tout cas de la part de concentré. Je viens présenter la partie qualité de viande. On a des résultats assez intéressants en termes de présence de persillé, en termes de tendreté, premier critère de qualité auprès des consommateurs, et un format aussi qui peut être intéressant en termes de taille d'épiécé pour une certaine demande de la filière. Et que nos premières approches économiques là semblent quand même relativement favorables à ce modèle-là. En perspective, les travaux ils sont pas finis, on a d'autres idées pour aller un peu plus loin. Cette robustesse de ces animaux, on veut vraiment l'étudier de plus près en se donnant les moyens de la comparer au modèle limousin que nous avons sur la ferme. Là, on n'était pas toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que les animaux croisés faisaient du pâturage hivernal, faisaient du bale grazing. Leurs contemporains limousins, on les a pas toujours mis dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est des travaux qui vont arriver avec un projet qui a été accepté. Ensuite, il y a la question de l'engraissement. Et est-ce qu'on peut aller encore plus loin sur l'engraissement qu'à l'herbe? Voilà. Et donc là, c'est l'atelier que vous avez avec Médéric sur la ferme, où on va essayer de travailler, on va travailler sur un engraissement plein pâturage, sans concentré, où on va challenger ce modèle croisé avec deux modèles limousins. Un limousin du même âge et un limousin de 6 mois de plus. Comme ça, on aura enfin la réponse. Et enfin, il y a une autre idée, c'est toujours dans cet objectif de maximiser le revenu pour l'éleveur, c'est de s'intéresser un peu au système naisseur. On voit que notre modèle croisé ne nécessite pas l'introduction de beaucoup de fourrages diversifiés, stockés et surtout de matières premières. Donc du coup, ça pourrait être assez simple pour des systèmes naisseurs qui traditionnellement sont assez herbagés de se pencher sur ce scénario à travers une modélisation, donc pour aller chercher de la valeur ajoutée, mais aussi pour alimenter le marché intérieur. On n'oublie pas cette logique de souveraineté alimentaire. Et là, on tend une perche à nos collègues Chambre d'agriculture, Institut de l'élevage, des réseaux Inosis, qui ont des modèles comme ça pour mesurer l'effet de l'introduction d'une telle technique. Donc en l'état, les premières conclusions, elles sont encourageantes, voire même très encourageantes. On a un format, une aptitude génétique compatible avec des pratiques d'élevage vertueuses, favorables aux éleveurs et en adéquation avec les attentes sociétales. On vous remercie pour votre attention. On va passer aux questions. Dans votre choix de croisement, qu'est-ce qu'on peut imputer au choix de la race par rapport à l'effet d'hétérosis? Parce qu'on sait que l'effet d'hétérosis a vraiment des avantages. Est-ce que le fait d'être parti sur le maître de l'Angus change beaucoup les choses si on avait par exemple fait un croisement sur des races françaises, je ne sais pas, Aubrac avec Limousin Alors oui. Pourquoi? Parce que cette notion de précocité dans la capacité à déposer du gras, capacité à atteindre un état adulte rapidement, en Angus, il le mesure depuis des années. Donc c'est fiable. On peut imaginer bien sûr qu'il y a des niveaux de précocité dans nos races françaises. C'est sûr qu'ils sont inférieurs à ceux de l'Angus, parce qu'il n'y a pas eu d'effort de sélection de fait là-dessus. Donc nous, on est parti sur l'Angus parce que c'est la race sur laquelle on avait le plus de garanties objectives. Vous mettez des poids carcasses à 340 kg, c'est à 27 mois ça? Les 340, c'est à 24, et les 335, c'est à 27. 27 mois. D'accord, parce que pour connaître un petit peu les Angus, normalement un Angus avec une génétique correcte, à 27 mois, il fait 400 kg. Et donc là, ça conforte 3 fois votre étude, parce qu'en gain économique, on est un petit peu au-dessus, je pense. Ouais. Alors, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que là, on a des itinéraires techniques économes, voire très économes, des Angus de 400 kg carcasse à 24 mois, ça m'étonnerait qu'elle mange que de l'herbe. 27, ça m'étonnerait quand même qu'elle mange que de l'herbe. Et en plein air. Moi, je voudrais savoir s'il y a un écart de prix entre le croisé ou le limousin. Oui, il y a un écart de prix. Alors, je crois qu'on est à plus de 50 centimes d'écart, alors qui s'explique d'abord par une différence de classement, enfin de conformation. Les conformations, sur les croisés, on est sur des conformations R égales, alors que sur les bœufs limousins, on est à 2 tiers U-, 1 tiers R+. Donc voilà, il y a un différentiel de prix là, qui doit être de l'ordre d'à peu près de 50-55 centimes entre les bœufs abattus 475 kg et les croisés à 335 à 5,20 €.
Et c'est bien ce différentiel qui a été intégré dans les 3 modélisations économiques. Alors moi j'ai une petite remarque juste sur les niveaux de persillé et la qualité organoleptique des viandes. Juste pour relativiser peut-être un peu la différence de niveau de persillé. 0,4 finalement c'est la précision du pointeur presque, enfin c'est pas grand chose. Et l'écart qui a été observé, me semble-t-il en tendreté, est plutôt dû à l'âge, à l'abattage, par rapport aux vaches de réforme, plutôt qu'au croisé, ou peut-être les deux, mais en tout cas c'est intéressant effectivement d'aller plus loin. Et tu as dit que tu avais d'autres projets, donc j'imagine que ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Non mais très bonne remarque sur la tendreté. En l'occurrence, sur le marché, on retrouve de la vache de réforme et potentiellement d'autres animaux. Et là, on se rend compte qu'on arrive à faire un peu mieux avec des choses un peu plus jeunes. C'est un fait. C'était où? Moi, j'ai une petite question. Les résultats que vous nous présentez, c'est sur des abattages en 2023, des animaux abattus sur l'année 2023. Et je voulais savoir comment s'était passé l'hivernage des animaux durant cet hiver-là, 23-24, qui a quand même été très humide. Et est-ce que les conditions d'élevage sur les lots qui arrivent vont être les mêmes que les résultats que vous nous avez présentés? Oui, alors là, ce qu'on a, oui, effectivement, des hivers qui ont été plutôt favorables dans les résultats qu'on a là. Là, on va voir sur l'hiver, ce que vous disiez, 2023-2024, les animaux qui vont être abattus. Oui. Donc il y en a qui sont déjà en finition à l'herbe, là, on peut aller les voir. En termes de performance animale, et notamment pour ceux qui vont subir la phase de ball grazing, je pense qu'il n'y a pas eu de conséquences sur la performance zootechnique en termes de GMQ. Là où on peut s'interroger, sur ceux notamment, sur pâturage hivernal un peu moins, mais ceux qui ont fait du ball grazing, c'est les conséquences plutôt sur le couvert prairial. Donc c'est plus une question agronomique que sur le plan zootechnique, la question qu'on peut se poser. Pas tellement dans le cadre du pâturage hivernal, mais plutôt pour ceux qui ont fait du ball grazing hivernal, effectivement. Et après, vous pouvez compter sur nous pour regarder attentivement les conséquences de cet hiver 2023-2024 qui n'a pas été simple à gérer. Oui, bonjour. Je voulais donner aussi une information concernant le croisement. Je fais partie de la coordination agrobiologique des Pays de la Loire et on mène des expérimentations aussi sur les vaches laitières avec un croisement de vaches à viande. Et il y a des choses aussi intéressantes pour montrer aussi, parce qu'on a vu les débouchés de la viande plutôt sur des jeunes animaux et une grosse valorisation en steak haché. Donc c'est aussi des pistes qui sont à explorer. Et donc on est en train d'acquérir des références à ce niveau-là. Donc il n'y a pas que le champ des vaches allaitantes, mais aussi races laitières avec un croisement allaitant. Bonjour. J'étais juste curieux de savoir quelle valeur vous mettez sur la tonne de matière sèche d'herbe pâturée l'hiver pour comparer le coût de la ration entre un animal fini plutôt avec du grain ou n'importe et un animal fini plutôt à l'herbe. Quelle est la valeur d'une tonne de matière sèche d'herbe pâturée l'hiver? Pourquoi plus l'hiver qu'en moyenne En moyenne, là, donc on est sur un 30 € par tonne de matière sèche sur des herbes pâturées. Et ensuite, en fonction de la structuration des stocks, les ensilages de mémoire doivent être à 75 € par tonne de matière sèche, nos ensilages en récolte tardive. Si on a éventuellement des foins, ils doivent être aux 80 € par tonne de matière sèche. Les enrubanages de prairies à 100 et les enrubanages de luzerne sont un peu plus coûteux. On doit être autour de 120 € par tonne de matière sèche. Donc le différentiel est fait comme ça. Et vous ne faites pas évaluer la valeur en fonction de l'année? Par exemple, en avril, où on en a en abondance, l'herbe pâturée, pour moi, ne vaut pas forcément très cher, alors que lorsqu'elle est très rare en période hivernale, elle devrait valoir 120 € tonne. Donc effectivement, on n'a pas fait choix. Ouais, on n'a pas fait choix. En même temps, on sait qu'on peut pas pâturer toute l'herbe. Ce qu'on a fait à chaque fois, on a projeté en fait des assolements. En fait, on a projeté des consommations
issu à chaque fois. Le graphique qu'on voyait d'évolution du GMQ et de consommation pour les croisés, il existe, on l'a fait pour les limousins, on le connaît pour toutes les catégories animales. Donc ça nous fait des besoins en stock, après on projette des besoins en surface, on peut avoir soit des coûts à la surface, soit des coûts à tonne de matière chaise pour reconstituer en fait la charge alimentaire. C'est un peu comme ça qu'elles ont été construites, quoi. Mais ouais. Okay. Je sais pas si c'est pas une question facile. Oui, mais même en absolu, moi je suis pas convaincu que l'herbe d'hiver elle soit plus chère que l'herbe de printemps. En absolu, je ne pense pas. Et si elle n'est pas plus chère... Si c'est une règle d'offre et de demande, oui, effectivement. Mais en absolu, à l'échelle d'un système où on regarde la productivité annuelle, c'est la valeur de l'herbe pâturée qu'on doit intégrer. On en reparle après, peut-être qu'on affine ça quand même. Sur les bœufs limousins, vous avez jamais testé d'itinéraire de finition au pâturage? Eh bien justement, on l'a dit, c'est en ouverture. C'est le troisième point, des engraissements 100% pâturage du modèle croisé, mâle-femelle, qu'on va challenger avec le modèle limousin, les contemporains, qui ont 27 mois, et puis une génération qui a 6 mois de plus. Donc réponse dans 3 ans. Est-ce qu'il reste des questions? Non. Donc vous avez valorisé des animaux croisés. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelle a été la réaction de la filière par rapport à cette valorisation. Comment Unibio a vécu, je dirais, ce nouveau modèle animal par rapport aux difficultés qu'ils peuvent avoir à résoudre actuellement? Alors, bonne question. On dit tout. Au début, ça n'a pas été facile. C'était nouveau. Voilà, il y avait une incertitude. Ça faisait peur. Je pense qu'Unibio avait déjà engagé beaucoup de choses pour tout faire, pour essayer de valoriser les bœufs en race pure. On est en France, on a quand même beaucoup d'arguments commerciaux autour de la race pure. Et après, on s'est retrouvé à l'abattoir et en frigo avec Unibio. Parce que du coup, on a souhaité partager toutes les mesures avec eux. Et là, on a tous fait des sourires quand on a découvert tout ça, parce que c'est vraiment une viande qualitative, très très bien, qui, à l'œil des bouchers avec qui on a pu travailler dans les abattoirs et dans les salles de découpe, ils ont été très agréablement surpris à dire qu'effectivement, en visuel, c'était même une qualité supérieure à ce qu'ils voyaient en moyenne. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt favorables. Enfin, intéressés et voilà, oui, favorables à ce genre de pratique. Ce qui les intéresse aussi, c'est cette notion de gabarit quand même. Voilà, nos bœufs limousins, 470 kg de carcasse minimum, nos vaches de réforme, plus de 450. Faut pas oublier que le consommateur bio, il mange pas des entrecôtes d'1,5 kg. Ça, voilà. Donc ça fait des entrecôtes un peu plus petites et a priori, c'est un argument commercial intéressant. La viande qui se tient. La viande qui se tient à la découpe. Et dans la même veine, est-ce que vous avez une idée des circuits de commercialisation des animaux? Est-ce qu'ils sont différents des autres animaux vendus par Tourigny? Non, nous ne savons pas. Là, du coup, vous avez fait, on pourrait penser que c'est une première étape avec du croisement terminal en 1,5-1,5. Est-ce que vous envisagez d'aller plus loin? Est-ce que vous avez une idée de... Enfin, est-ce qu'une proportion 3 quarts, 1 quart ou 7 huitièmes, 1 huitième pourrait être intéressante ou plus intéressante? Au regard des résultats, oui, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que notre métier, enfin, c'est pas un problème, mais notre métier principal, c'est de faire de la recherche. Et quand on fait de la recherche, on veut comparer des lots et des lots plus homogènes possibles. Et si on introduit le croisement avec une part plus importante dans le troupeau, on ne va pas arriver à avoir des lots comparables homogènes parce qu'on aura trop de diversité dans le troupeau. Donc on a des contraintes de cahier des charges expé qui font qu'en absolu, ça va être compliqué d'augmenter. Mais bon, il y a peut-être des choses à imaginer quand même. Bonjour. Pour un éleveur qui ferait de la vente directe, est-ce que vous avez calculé le rendement viande nette entre les deux croisés et limousins? Viande nette pour la rentabilité. Je ne pense pas qu'on ait les rendements de viande nette. On a les rendements carcasse, mais pas les rendements de viande nette. Non, désolé. Une dernière question ou pas? Est-ce que vous avez calculé les GMQ des bœufs croisés et limousins à âge égal?
Par exemple, à l'entrée en engraissement des bœufs Angus, est-ce qu'ils étaient aussi lourds que les Limousins? Eh ben en fait, à âge égal, ils ne sont pas dans les mêmes conditions sur la phase de finition. Parce que les Limousins, ils sont finis entre 27 180 jours et puis abattus à 31 mois. Et les croisés, ils sont abattus à 27 et 24. Donc on ne peut pas les comparer sur la phase de finition à même âge. Par contre, on va le faire là dans l'essai l'engraissement 100% pâturage. Du coup, ils seront contemporains, quoi. Donc, ce seraient les mêmes générations. Donc, on pourra répondre à cette question à ce moment-là. C'est bon? On ne fait pas de frustrés sur les questions? Je pense qu'on peut arrêter ici. Merci. Merci.